Hey, salut à tous! Alors, vous aimez les loupes et les chapeaux haute forme? Pas de problème! Aujourd'hui on regarde Holmes, Sherlock contre Moriarty. Holmes, c'est un jeu pour 2 joueurs et 2 joueurs uniquement, qui est à la fois un jeu de collection et un jeu de placement d'ouvriers. Alors un jeu de collection avec ces différentes cartes qui représentent, alors c'est thématisé, indices, Sherlock Holmes, etc. Donc ce sont des cartes indices, qui sont numérotées de 3 jusqu'à 9 et qui ont une répartition pyramidale, c'est-à-dire qu'on a 3 cartes 3, 4 cartes 4, 5 cartes 5, jusqu'à 9 cartes 9. Et le but, ça va être évidemment d'avoir à chaque fois plus de cartes 5 ou plus de cartes 6 que l'adversaire pour gagner des points. Mais ça, j'y reviendrai à la fin de la partie. Et puis pour l'aspect placement d'ouvriers, on a ce plateau qui est ici, sur lequel les joueurs vont aller placer leur petit bonhomme pour récupérer soit des cartes, soit des jetons en forme de loupe, soit pour échanger les jetons en forme de loupe qu'ils ont récupérés contre des cartes. En gros, c'est à peu près ça le jeu. On a 3 cases qui sont ici prêtes à imprimer sur le plateau, qui sont toujours les mêmes à chaque partie. Et puis pour les autres cases, on va à chaque tour de jeu retourner des cartes qui vont nous donner de nouvelles actions au fur et à mesure de la partie qu'on va pouvoir réaliser. Au début de la partie, les joueurs vont choisir s'ils sont plutôt Sherlock ou Moriarty, ça n'a pas d'influence sur le jeu, c'est juste au niveau thématique. Et ensuite, les joueurs vont prendre également les 3 pions qui vont représenter les ouvriers qu'ils vont pouvoir utiliser. On donne également 6 jetons influence, donc les loupes, à chaque joueur, et on dispose 4 cartes face visible au centre de la table. Une fois qu'on a fait ça, on est prêt à commencer la partie, on a juste, au début du premier tour, à retourner les 2 premières cartes qui sont ici. D'ailleurs, on voit, c'est marqué jour 1, donc on sait qu'on retourne 2 cartes ici. Ensuite, au début de chaque tour, on retournera une carte sur chacun de ces emplacements. Pour le tour de jeu, c'est très simple, c'est toujours Sherlock qui commence. Alors, Sherlock, normalement, dans une manche en cours de jeu, les pions seront déjà placés sur le plateau, on ne va jamais les reprendre auprès de nous, mais là, comme c'est la première manche, il n'y a pas encore de pions sur le plateau, donc les joueurs les ont en main. Donc imaginons que Sherlock fasse sa première action, et lui, il va tout de suite aller voir Wiggins, puisque Wiggins va lui donner 5 jetons d'influence. Donc, hop, une des actions possibles dans le jeu, c'est de récupérer des jetons d'influence. Donc il prend ses jetons, j'en ai combien? J'en ai 4, plus 1, 5, et il les met dans sa réserve. Sherlock a terminé son tour, il a placé un de ses ouvriers, maintenant c'est à Moriarty de placer un de ses ouvriers, et les joueurs vont alterner comme ça les tours de jeu jusqu'à ce que les 2 joueurs aient chacun placé leurs 3 ouvriers. Donc Moriarty, il a très envie, il va faire pareil. Donc c'est un jeu de placement d'ouvriers dans lequel on a le droit d'aller au même endroit que là où un joueur est déjà. Donc 1, 2, 3, 4, 5, il prend ses 5 jetons d'influence et il les met dans sa réserve. Le tour de jeu revient à Sherlock, et là Sherlock est un petit peu plus bloqué puisque vous n'avez pas le droit d'aller là où vous êtes déjà. Vous avez le droit d'aller là où est l'adversaire, mais pas là où vous avez déjà un bonhomme. Donc Sherlock ne peut plus retourner ici, de toute façon il a une pile de jetons d'influence, donc il va décider d'échanger les jetons d'influence pour des cartes. Alors il va aller voir l'inspecteur Lestrade qui est ici, qui lui permet pour 3 jetons d'influence de prendre 2 cartes qui sont disposées ici. Alors Sherlock va faire ça, il va dépenser 3 jetons d'influence qu'il remet dans la réserve, et il va prendre 2 cartes. Alors par exemple, il va prendre les 2 8 qui sont ici, c'est plutôt pas mal pour commencer à se faire sur les majorités, une majorité sur les 8. Donc il les place devant lui, on n'a pas de carte en main, toutes les cartes sont ici face visible. Son tour de jeu est terminé, on remplit ici la rivière de cartes, hop, et c'est à Moriarty de jouer. Moriarty, lui, il va plutôt aller voir Langdale Pike ici. Le pouvoir de Langdale Pike, c'est que, en fonction du nombre de jetons d'influence que vous allez défausser, vous allez pouvoir piocher une carte, 2 cartes ou 3 cartes et garder celle qui vous intéresse. Donc là, Moriarty, il a plein de jetons d'influence, il va en dépenser 3, et du coup, il va piocher 3 cartes ici, hop, de la pioche, et il va décider de garder la carte 9. Alors ici, en fonction de la symbologie, on le voit un petit peu. Là, c'est les cartes qui sont sur fond blanc, donc ça veut dire qu'elles sont face visible, et ici, elles sont sur fond gris, ça veut dire qu'elles sont cachées. Donc Moriarty va prendre cette 4 cartes, et il va la mettre devant lui, mais il va la mettre face cachée, il la révélera qu'à la fin de la partie. Les 2 cartes qui n'ont pas été choisies sont défaussées, donc on a une défausse de cartes. Il y a certaines cartes qui vous permettent aussi d'aller chercher des cartes dans la défausse. Donc je mets la défausse ici, un petit peu hors champ. Le tour de jeu revient à Sherlock Holmes, qui va décider de venir ici pour récupérer également une carte. Donc il dépense un jeton d'influence, et il peut récupérer une des cartes qui est ici. Et du coup, il va venir récupérer cette carte-là. Cette carte-là est un petit peu spéciale, c'est un joker. Et vous pouvez avoir un joker pour chacun des numéros que vous avez devant vous. Donc là, il va
Alors vous pouvez décider soit de l'ajouter directement à une colonne lorsque vous le récupérez, par exemple là il pourrait très bien l'ajouter à sa colonne de 8, soit d'attendre et de l'ajouter plus tard à un chiffre que vous allez récupérer. Mais si le joueur décide tout de suite de ne pas l'associer à sa colonne de 8, il ne pourra plus jamais associer le joker à une colonne de 8, il faudra qu'il l'associe à un autre numéro. Du coup, bon, il va peut-être... Allez, il va le mettre dans une autre colonne, il va attendre et il l'associera plus tard à un autre numéro. Son tour de jeu est terminé, hop, on remplit la rivière, et puis Moriarty va jouer son dernier tour de jeu. Il va faire pareil, il va venir là, il va dépenser 1, 2, 3 jetons d'influence, et il va récupérer 2 cartes, et donc il va commencer à venir disputer la majorité à Sherlock, en récupérant 2 8, hop, qu'il place devant lui. Son tour de jeu est terminé, on remplit la rivière, et les deux joueurs ont placé chacun leurs 3 ouvriers, la première manche en tout cas, est terminée. Alors avant d'entamer une deuxième manche, on va regarder si certains personnages ont 2 pions sur eux. Alors c'est le cas par exemple pour Wiggins. Wiggins a 2 pions sur lui, ça veut dire qu'il a été très sollicité durant cette manche, du coup il est un petit peu indisposé, il en a marre, il se retourne, il ne sera pas disponible pour la prochaine manche. L'inspecteur Lestrade c'est pareil, sauf que l'inspecteur Lestrade lui il est toujours disponible, il est vachement sympa. Comme il n'y a pas de carte, on ne peut pas le retourner, donc il sera quand même disponible à la prochaine manche, même s'il y a 2 pions sur lui. Langdale, il n'y a pas de problème puisqu'il n'y a qu'un pion sur lui, et puis ici il n'y a qu'un seul pion, pas de problème non plus, en plus c'est gravé dans le truc. Une fois qu'on a fait ça, on retourne une carte pour la nouvelle manche, donc ici c'est Von Kram, qui va nous donner un nouveau pouvoir, donc son pouvoir c'est que le joueur qui va le voir prend une carte gratuitement ici, face visible, et que l'adversaire a le droit, en payant un jeton d'influence, de prendre une carte, la première carte de la pioche, et de la placer face cachée dans sa réserve de cartes face cachée. Donc c'est intéressant si votre adversaire n'a pas de quoi payer. Si votre adversaire a de quoi payer, ça peut être un petit peu à double tranchant, même si ça vous fait une carte gratuite. Hop, donc Von Kram vient ici, et on recommence une nouvelle manche, c'est encore une fois Sherlock qui commence la partie. Et à ce moment-là, ce qu'on va faire aussi, c'est qu'on va remettre les pions droits. Hop, pour se rappeler que c'était les pions de la manche précédente. Et quand on va bouger un des pions à ce tour-ci, on va le mettre sur une carte et on va le mettre couché pour bien montrer qu'il a été utilisé à ce tour-ci. Donc c'est juste pour se rappeler des pions qui sont là des manches précédentes et ceux qui ont été déjà bougés à cette manche-ci, puisque évidemment un pion ne peut pas bouger 2 fois dans la même manche. Donc c'est de nouveau à Watson de jouer, et on continue la partie de cette manière. Donc Watson... alors lui il est un petit peu embêté, il peut pas trop récupérer de cartes ni ici parce qu'il a déjà des bonhommes. Donc là il s'est auto-bloqué lui-même, donc il va peut-être prendre ce bonhomme là pour se libérer un espace ici et pour venir avec un autre bonhomme prendre des cartes, et il va peut-être aller du coup voir Langdale Pike. Hop, il paye 3 jetons d'influence, il pioche 3 cartes, et il pourrait prendre un 8 ou un 7, du coup le 8... Allez, ça m'intéresse pour les majorités, donc il prend un 8 face cachée, il le met devant lui, les 2 autres cartes sont défaussées. Le tour de jeu revient à Moriarty, donc là je pense que vous avez compris un petit peu l'idée du jeu. Moriarty qui va venir ici et qui va prendre 3 jetons loop, puis c'est de nouveau à Sherlock qui va venir du coup voir l'inspecteur Lestrade dépenser 3 jetons loop et qui va récupérer 2 cartes, il va récupérer le 4 et le 9 par exemple, et puis... comme il avait un joker, le joker il va l'associer au 4 pour se faire une majorité sur les 4, parce que comme ça, voilà. On remplit les 2 cartes, puis Moriarty va venir ici chez Von Kram, va prendre le 9, hop. Et Sherlock a maintenant la possibilité de payer un jeton pour prendre une carte face cachée. Alors il reste qu'un seul jeton à Sherlock, mais il va le faire quand même, hop. Il prend une carte face cachée, c'est ainsi, s'il la met dans sa réserve de cartes face cachée. C'est de nouveau à Sherlock qui va aller ici voir Madame Hudson pour récupérer 3 jetons d'influence parce qu'il est un petit peu pauvre. Et enfin, Moriarty a une dernière action, et bien lui il va aller voir le Dr Watson, payer une loupe, j'ai oublié de remplir, et récupérer une carte, ça tombe bien, il va récupérer un 8. Il y a beaucoup de 8 qui sont sortis durant cette partie. Voilà, et donc le tour de jeu est terminé. Aucun des 2 personnages ici n'est indisposé. On recommence une nouvelle manche en retournant Wiggins sur sa face visible, puisque du coup il a été indisposé pendant un tour, mais ensuite il revient. Et on place une nouvelle carte ici, j'ai oublié de remplir à cet endroit. Et on va faire ça jusqu'à ce qu'on ait joué 7 tours de jeu. Avant de passer au décompte des points, je vous montre quelques cartes un petit peu particulières. Alors dans les cartes indices ici, on peut également piocher des fragments de cartes. Les fragments de cartes, eux, ne vont pas faire de majorité à la fin du jeu, mais vous allez gagner des points en fonction du nombre de cartes que vous avez. Si vous n'en avez qu'une, c'est -1.
Si vous en avez 2, c'est 1 point, 3, 3 points, 4, 6 points. Si vous avez les 5 fragments de cartes, ça vous fait 10 points à la fin de la partie, ce qui est quand même assez intéressant. Donc là, ça c'est un pari un petit peu risqué, parce que vous n'êtes pas sûr de les récupérer. Et puis, si on regarde un petit peu les cartes personnages qui sont ici, on en a quelques-unes supplémentaires qui tournent toutes autour de la même chose, hein, c'est récupérer des jetons, échanger, gagner des cartes, etc. Donc par exemple, Toby, lui, vous permet de gagner autant de jetons que le nombre de colonnes de cartes différentes que vous avez devant vous, donc ça c'est une carte qui est plutôt intéressante dans la fin de la partie, en tout cas à partir du milieu de la partie, puisque au premier tour de jeu, ça vous fait pas grand pas, vous n'avez pas beaucoup de colonnes, donc ça n'avez pas beaucoup de points. Vous avez l'inspecteur Gregson qui, en fonction du nombre de jetons d'influence que vous allez dépenser, va vous permettre de gagner une carte, 2 cartes ou 3 cartes. Donc si vous défaussez 2, 4 ou 6 jetons d'influence. Irene Adler, alors elle est très méchante puisque vous allez payer un coût qui dépend du jour, auquel on est. Et en fonction de ce coût, vous allez pouvoir voler une carte à votre adversaire. En plus, cette carte que vous allez voler, vous allez la mettre face cachée. Donc votre adversaire ne pourra plus revenir vous la voler. Donc ça, c'est assez violent. Surtout si on l'a en début de partie. Vers la fin de partie, comme ça va commencer à coûter de plus en plus cher, donc c'est un petit peu moins intéressant. Shinwell Porky Johnson, lui, vous permet, lorsque vous allez le voir, de défausser une des cartes qui est ici, de la remplacer, et ensuite d'acheter, si vous le souhaitez, une carte qui est face visible pour 2 jetons d'influence. Violet Hunter vous permet d'acheter pour 2 jetons d'influence la première carte de la défausse. Billy, lui, vous permet de défausser une carte de votre jeu et de gagner autant de jetons d'influence que la valeur de cette carte moins le numéro du jour en cours. Par exemple, si on est au jour 1 et que je défausse une carte 9, eh bien Billy va me faire 8 jetons d'influence. Donc Billy, il est très intéressant en début de partie et il est un petit peu moins intéressant, du coup, en fin de partie. Et enfin, Madame Ziba vous permet, alors à chaque fois on l'appelle Madame Irma parce que, voilà, vous permet de piocher 3 cartes, d'en garder une face cachée et de donner les 2 autres à votre adversaire qui va en prendre une et la garder face visible et la dernière carte sera replacée face cachée sous la pioche. Voilà, donc vous avez vu un petit peu tous les personnages possibles qui vont tomber. Alors tous ne vont pas tomber dans une partie puisque vous avez 10 cartes personnages et il n'y a que 8 emplacements, mais en fonction des cartes personnages qui tombent et en fonction du moment où elles tombent durant la partie, c'est ce qui va assurer un petit peu le renouvellement du jeu. Alors imaginons qu'on arrive dans cette situation à la fin de la partie, juste avant de compter les points et de regarder les majorités, il y a quelques petits éléments qui vont se passer. D'abord, les joueurs qui ont des cartes face cachée vont les révéler et vont les placer dans les colonnes correspondantes face visible. Alors attention, les jokers, eux, ne sont jamais dans les faces cachées. Dès que vous récupérez un joker, vous devez toujours le montrer, il va toujours être face visible. Et pour tous les jokers que vous allez associer à la fin de la partie à des cartes qui étaient face cachée, par exemple j'avais pas de 6, je révèle 2 6 à la fin de la partie et je leur associe un joker, ça va me faire moins 1 point. Et tous les jokers que je n'aurais pas associés à une colonne à la fin de la partie, parce que j'aurais récupéré trop de jokers ou pour une raison ou une autre, vont me faire moins 3 points. Une fois qu'on sait ça, comment est-ce qu'on compte les points des majorités? Et c'est un petit peu dans ce décompte de majorité que se trouve tout le sel du jeu, puisque pour chaque type de carte, vous allez gagner un nombre de points égal à la valeur de la carte, alors si vous êtes majoritaire, moins le nombre de cartes de ce type possédées par votre adversaire. Exemple, on va regarder les cartes 9, mon adversaire, alors Moriarty a 3 cartes 9 et Sherlock a 2 cartes 9. C'est Moriarty qui est majoritaire, donc Moriarty va marquer 9 points, la valeur de la carte, moins le nombre de cartes 9 possédées par Sherlock, c'est-à-dire 2. Donc Moriarty, pour sa majorité sur les 9, va marquer 9 moins 2, 7 points. Pareil pour les 7, il va marquer 7 points, moins le nombre de cartes 7 possédées par Sherlock, c'est 7 moins 2, il va marquer 5 points. Pour les 8, là vous voyez qu'il y a une égalité, lorsqu'il y a une égalité, personne ne marque de points. Ici, si on regarde les 5, Moriarty a 2 5, Sherlock n'a aucun 5, donc il va gagner 5 moins 0, donc il va gagner 5 points. Inversement, Sherlock a 4 cartes 4, et Moriarty n'en a aucune, donc Sherlock va marquer 4 points. Et en plus de ça, comme il a réussi à réunir toutes les cartes d'une même valeur, Sherlock va gagner un petit bonus de 3 points. Donc ce qui est assez intéressant, donc il ne va pas marquer seulement 4 points, il va marquer 4 plus 3, parce qu'il a réuni toutes les cartes de cette valeur. Ici, pour les 3, Moriarty va marquer 3 points, puisque Sherlock n'a aucune carte, mais attention, il ne marque pas le bonus, puisque pour gagner le bonus de 3 points, il faut récupérer vraiment toutes les cartes. Le joker ne permet pas de remplacer la dernière carte qui manque, le joker va vous permettre uniquement de gagner des majorités. Et pour les 6, ici, eh bien, c'est Sherlock qui a la majorité en 6, et comme Moriarty n'en a aucun, eh bien, Sherlock va marquer 6 moins
0, il va marquer 6 points pour C6. Et enfin, Moriarty a 3 fragments de cartes, et donc 3 fragments de cartes, ça lui fait 3 points de victoire à la fin de la partie. Donc chaque joueur totalise son nombre de points de victoire, et celui qui a le plus de points de victoire remporte la partie, et si jamais il y a une égalité, eh bien on regarde qui a le plus de jetons d'influence restants. Boum! Et voilà, c'est tout pour Holmes, Sherlock contre Moriarty, et je ne résiste pas à l'envie de l'ouvrir et de vous montrer ce qui se passe quand vous l'ouvrez. Vous tombez sur le plateau de jeu, qui est représenté, on dirait une espèce de journal, c'est vraiment assez joliment fait des deux côtés, voilà, hop, et quand vous l'ouvrez, vous avez le plateau comme ça. Voilà, bon ça c'est la petite touche au niveau du matériel qui est plutôt bien fait de manière globale, les jetons sont de bonne qualité, les cartes sont de bonne qualité également. Je reviendrai sur la règle après qui est atroce. C'est un jeu que j'avais repéré depuis un certain temps, à l'époque il s'appelait Holmes Sherlock contre Mycroft, donc Mycroft qui est le frère de Sherlock Holmes. Il était sorti en espagnol et en anglais, mais il n'était pas sorti en français, donc ça faisait plusieurs années que je louchais pour voir s'il allait enfin arriver, et c'était le cas. Il est arrivé à la fin de l'été cette année, donc évidemment je me suis précipité pour le récupérer. Au niveau du thème, évidemment, on n'est pas du tout dans un jeu de déduction, comme on pourrait s'y attendre, donc c'est du placement d'ouvriers et du jeu de collection, donc ça il faut le savoir avant de se lancer dedans, mais après, bon, pour moi ça n'a pas été un point rébarbatif, ça m'a pas choqué, donc peut-être que vous, ça va vous embêter, en tout cas, soyez prévenus que c'est pas un jeu de déduction. Et je vous dis tout de suite mon avis final, qui va être le même que pour Glasgow, que j'ai fait il y a 2 semaines. C'est pas le jeu de l'année, mais c'est un bon petit jeu très sympa à 2 joueurs, qui est très fluide et qui est très agréable. Voilà, globalement. Alors je vais rentrer dans le détail. Donc c'est fluide, puisque évidemment les tours de jeu sont extrêmement rapides, et puis même faire les 7 manches c'est très très simple. Ça tient aussi à la simplicité des actions, qui se résume à aller prendre des jetons d'influence, ou aller venir chercher des cartes au centre de la table, donc on voit assez rapidement ce qu'on veut faire, des fois on réfléchit un petit peu pour voir une combinaison d'actions et dans quel ordre on va le faire, mais globalement c'est quand même très très simple, et on n'a pas d'analysis paralysis dans ce jeu. Et puis surtout il y a une bonne variété des parties, alors ça tient à l'ordre d'apparition des cartes évidemment, puisque parfois si vous avez Wiggins en début de partie, et que vous avez tout de suite beaucoup de jetons d'influence, et bien évidemment ça rend votre partie beaucoup plus simple, vous allez acquérir énormément de cartes. Alors que si au début de la partie vous tombez sur des cartes comme Langdale qui vous coûtent pas mal d'argent pour récupérer assez peu de cartes, bah finalement ça va quand même changer la physionomie de votre partie. C'est la même chose si vous tombez sur des cartes qui vous permettent de récupérer des cartes face cachée ou non. Parfois on a fait des parties où on n'avait quasiment pas de cartes face cachée, puis on fait d'autres parties où on a énormément de cartes face cachée. Donc ça change la manière d'apprendre le jeu et la manière dont vous allez vous demander, ah bah flûte, est-ce que mon adversaire a telle ou telle carte, je sais pas trop, alors que si vous êtes dans un jeu où on a très peu de cartes face cachée, bah du coup la fin de la partie est un petit peu plus prévisible, ou en tout cas vous pouvez voir à quel niveau vous allez pouvoir plus facilement embêter votre adversaire, il y aura moins d'incertitude. C'est la même chose si vous tombez assez rapidement sur des cartes comme Irene Adler qui vous permettent d'aller voler des cartes chez votre adversaire, ou si cette carte ne sort pas ou qu'elle sort vers la fin de la partie, parce que si celle-là sort à la fin de la partie, elle devient extrêmement chère. Voilà, donc en fonction des cartes qui vont sortir, et surtout du moment où elles vont sortir durant la partie, on a quand même des parties assez différentes. Alors il n'y a pas une rejouabilité de dingue non plus, c'est pas la variabilité absolue, mais malgré tout, chaque partie a une petite coloration un petit peu différente, du fait de la variété de ces cartes et du fait de leur ordre de sortie qui va changer à chaque partie. Et en plus, vous n'allez pas toutes les voir à chaque partie. Donc ça, c'est plutôt sympa. Vous avez 2 variantes aussi qui viennent avec le jeu, avec des cartes. J'ai pas essayé les variantes, j'en parle pas, elles ont pas l'air... Enfin si, j'ai essayé, mais c'est vraiment pas génial. Donc je n'ai pas approfondi le sujet, peut-être que c'est juste une première mauvaise impression, mais en tout cas, le jeu de base est largement suffisant, vous n'avez pas besoin de vous pencher sur ces variantes. La mécanique de jeu qui est intelligente aussi, c'est le fait, lorsque vous êtes 2 à aller voir un des personnages, le fait qu'ils deviennent indisposés. Ça c'est intelligent parce que ça permet de neutraliser un petit peu les trop bonnes cartes, puisque évidemment si les 2 joueurs vont voir le même personnage à un tour de jeu, ça veut dire que la carte est sortie au bon moment et qu'elle est très intéressante à ce moment-là de la partie. Donc ça permet aussi de bloquer les endroits qui sont trop intéressants et de forcer les joueurs à utiliser toute la variété des cartes qui sont disponibles, y compris des cartes qui au premier abord semblent un petit peu moins intéressantes, mais c'est à vous, en fonction de la manière dont vous allez organiser vos actions, de réussir à tirer le meilleur parti des cartes qui a priori sembleraient moins intéressantes. Alors par exemple, voilà, Langdale Pike est peut-être un petit peu moins intéressant, parce que vous piochez moins de cartes, mais en même temps vous avez des cartes face cachée.
Von Kram, il n'est pas forcément très intéressant, parce que même si c'est gratuit pour vous de prendre une carte, votre adversaire peut prendre une carte face cachée. Donc, il faut être aussi un peu opportuniste et voir à quel moment ces cartes peuvent être intéressantes par rapport à des cartes comme Wiggins qui vous rapportent énormément de jetons, ou des cartes comme l'inspecteur Lestrade qui vous permettent d'aller piocher assez facilement des cartes indices. Au-delà de ça, juste avant de terminer, je reviens sur les règles. Ça va pas, quoi. Alors, je sais pas ce qu'ils ont Yellow avec les jeux de joueurs, c'est comme Targi, Kauna, comme Andor, Shadow Turn, enfin, tous ces jeux-là, les règles, c'est catastrophique, c'est mauvais, mais comme pas permis. Et c'est bizarre, parce qu'ils arrivent parfois à faire des bonnes règles, mais alors sur les jeux à 2 joueurs, Yellow, ils sont vraiment nuls. Typiquement, quand on cherche à voir ce qu'on va faire pendant son tour de jeu, il faut aller voir sur cette page-là, et en gros, son tour de jeu, c'est tout ça. C'est vraiment pas clair, c'est écrit en tout petit, il n'y a rien qui ressort, il n'y a pas d'hiérarchisation des informations. Et puis ensuite, la règle, c'est grand principe du jeu. Voilà, alors moi, une règle qui me fait grand principe du jeu, non, c'est pas une organisation, c'est grand principe du jeu. C'est vraiment pas terrible, même l'organisation des personnages, alors les personnages et leurs atouts, il faudrait mettre juste leur pouvoir, en plus c'est rajouter du jargon sur le tas qui n'est pas utile. Les personnages qui sont... alors je veux bien, c'est pour varier un petit peu la mise en page, mais c'est vraiment pas clair quand c'est organisé de cette manière-là. Et puis les petites aides de jeu qui sont proposées pour les joueurs sont pas extrêmement claires non plus. Elles sont... Bon, ça va, mais c'est pas ce qu'il y a de plus simple, et également je me suis retrouvé face à certaines situations, certaines interactions de cartes, dont les effets ne sont pas prévus dans la partie. Alors c'est rare, mais il y a certains moments où on se dit « Ah, flûte, est-ce que j'ai le droit de faire ça » Du coup, je sais pas, c'est pas indiqué dans la partie. Bon, globalement, on arrive à se dépatouiller, mais c'est vraiment pas terrible. Et là, si je compare aussi, par exemple, la règle que j'ai vue sur Glasgow la semaine dernière, typiquement, le tour de jeu, c'était avancer sur le parcours, résoudre l'action de la tuile. Voilà, ça c'est un tour de jeu clair. Une fois que j'ai ça, après, je sais, je vais me reporter aux différents paragraphes pour voir un petit peu ce qu'il faut faire. Donc Sherlock et Moriarty, c'est vraiment moyen de ce point de vue-là. Bref, bon petit jeu à 2, rapide, fluide, intéressant, bonne rejouabilité, mais c'est pas non plus un jeu absolument extraordinaire. Mais en tout cas, si l'idée de mélanger à la fois du placement d'ouvriers et du jeu de collection, avec une manière de scorer des points qui est un petit peu plus intelligente que d'habitude, c'est-à-dire que si vous avez la majorité des 9, vous ne gagnez pas tous les 9, c'est-à-dire que si votre adversaire a quand même réussi à en récupérer quelques-uns, ça va diminuer le nombre de points que vous allez gagner. Et puis même les petites cartes comme les 3 peuvent être intéressantes, parce que finalement c'est plus simple de récupérer tous les 3 et donc d'avoir un bonus de 3 points, que de récupérer tous les 9 et d'avoir un bonus de 3 points sur les 9. Bref, j'espère que cette présentation vous a permis de savoir si le jeu était fait ou non pour vous. N'hésitez pas à laisser un commentaire, à vous abonner, à mettre un pouce vers le haut, et moi je vous retrouve la prochaine fois. Salut!